Bonjour, chers collègues. Nous commençons la conférence de presse du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Je vous rappelle que nous avons la diffusion en ligne sur tous les réseaux sociaux de notre ministère et nous avons la traduction en 3 langues étrangères, en anglais, en français et en espagnol. Monsieur Lavrov, à vous la parole. Merci. Avant tout, je tiens à présenter à tout le monde mes vœux de Nouvel An. Ceux qui célèbrent le Noël, je vous présente mes vœux de Noël. Et à ceux qui, comme toujours, étaient pris d'humour, qui a un bon sens d'humour, je vous présente mes vœux de l'ancien Nouvel An, du Nouvel An orthodoxe que nous avons célébré hier. Et je pense que cette année va nous donner beaucoup d'occasions de nous réjouir. Mais aujourd'hui, nous allons aussi parler des réalités de la vie. En ce qui concerne les évaluations principales de la situation internationale, les évaluations de nos actions, de notre politique, les objectifs de notre travail sur la scène internationale, tout cela a été évoqué en détail par le président Poutine lors de la conférence de presse tenue le 19 décembre. Et il a évoqué les sujets internationaux dans d'autres de ses interventions, Club Valdai lors de la ligne directe, et il s'est exprimé aussi à d'autres occasions sur ces sujets. Tout cela pour dire que je ne vais pas m'arrêter en détail sur les événements qui ont rempli la vie internationale et qui étaient l'essentiel, le corps principal de nos initiatives, de notre travail. Je vais juste vous rappeler ceux dont nous parlons depuis longtemps. Il y a une nouvelle étape historique à laquelle nous assistons. C'est une époque de probablement confrontation entre ceux qui défendent les intérêts fondamentaux du droit international, de l'ordre qui s'est forgé après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la victoire sur le nazisme et le militarisme. Les bases de ces principes sont décrits dans la charte de l'ONU, le document fondamental. Et de l'autre côté, il y a ceux qui n'est plus satisfaits de cette charte et qui, après la fin de la guerre froide, a décidé que l'affaire avait déjà été terminée et que son concurrent principal, c'était l'Union soviétique et le camp socialistes. Ces gens-là ont décidé que ce camp avait été vaincu et ils pensent maintenant qu'ils peuvent être guidés non pas par la charte de l'ONU, mais par les désirs qui sont exprimés par les Occidentaux, par les États-Unis, par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. On appelle cela les pays de l'Occident. Ces pays se sont sentis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et ils ont décidé que désormais, il n'y aurait plus d'harmonisation de leurs intérêts avec l'Union soviétique, qui était autrefois un concurrent fort. Ils ont décidé de régler tout eux-mêmes et de faire propager leurs directives. C'est à peu près le fonctionnement de notre système de parti à l'époque soviétique. À l'époque, la République populaire de Chine n'a pas atteint de tels succès dans son développement économique qu'aujourd'hui, ou bien dans son développement politique. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas de confrontation à l'Occident importante à l'époque. Aujourd'hui, le président Poutine l'évoque de manière très détaillée. Il explique les causes profondes du début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Il explique les vraies causes profondes. Nous avons été contraints à repousser cette guerre qui a été déclenchée par l'Occident.
parce que leur objectif était de déprimer leur concurrent principal, à savoir la Russie. Je ne vais pas énumérer ces causes profondes, mais l'objectif principal de l'Occident, c'est d'affaiblir la Russie sur le plan géopolitique, parce que à nos frontières, non pas au-delà de l'océan, mais juste à côté de nos frontières, sur les territoires russes historiques, sur les territoires qui ont été aménagés par les tsars russes. Sur ces territoires, on crée des menaces directes à la Fédération de Russie et on tente de saper notre potentiel stratégique, le minimiser. Deuxième cause est aussi historique, elle est liée à l'histoire de ces terres, mais en fait, nous ne pensons pas aux terres, nous pensons plutôt aux gens qui ont vécu pendant des siècles sur ces territoires, qu'ils ont développé ces terres à partir du néant. Ils y ont construit des villes, des ports. Le régime de Kiev a commis un coup d'État et après cela, il a appelé ces gens-là des terroristes au moment où ils ont refusé d'accepter ce coup d'État. Et donc le régime de Kiev a commencé depuis à attaquer tout ce qu'il avait du russe sur ce territoire. Et d'ailleurs, c'était l'essentiel depuis longtemps, depuis des siècles, de ces territoires. Les gens habitant sur ces territoires ont refusé d'accepter les principes du nazisme. Si vous voulez, aujourd'hui, nous assistons à l'étape le plus chaud de cette guerre. Je sais qu'il y aura des questions en ce sens. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais juste dresser quelques lignes générales. Je vais dresser les principales contradictions de cette période historique. Il y a ceux qui sont pour la multipolarité, ceux qui défendent la charte de l'ONU, qui défendent le principe de la souveraineté égale des États, ce qui est exigé de tous ceux qui ont signé la charte de l'ONU. Il ne faut pas imposer sa vérité, mais il faut rechercher l'équilibre d'intérêts. Il faut savoir se mettre d'accord. Il y a aussi d'autres principes inscrits dans la charte de l'ONU et ce sont les principes qui assurent la base paritaire. C'est le fondement du système qu'on appelle le système des conférences de Potsdam et de Yalta. Et aujourd'hui, nos experts, nos politologues parlent déjà de ce système comme de quelque chose qui est déjà du passé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette opinion parce que quand même ce système de Yalta et de Potsdam n'exige pas d'être réparé. C'est la charte de l'ONU. Il faut que tout le monde respecte ces principes. Et non pas de manière sélective. Ce n'est pas le choix à la carte où vous pouvez choisir les boissons ou les plats. Mais il faut respecter cette charte dans son intégrité, d'autant plus que ces principes ont été fixés dans la déclaration spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU il y a bien longtemps. Et personne n'était contre cette charte et ces principes. Et il y a, comme j'ai déjà dit, il y a un autre camp qui est opposé à la multipolarité, à cette aspiration à la multipolarité. Et ce camp-là, il parle du principe qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette charte, on peut ne pas la respecter. Ils ont créé leur propre charte, si je puis dire. Il est appelé l'ordre mondial basé sur les règles. On n'a jamais vu cet ordre, cette charte. Et pourtant, ils brandissent cette charte partout dans le monde. C'est ça la principale contradiction que nous voyons. Il y a une volonté de se déclarer les décideurs des sorts. Et nous voyons qu'il y a toujours une énergie assez forte de ces tendances et c'est quelque chose qui me préoccupe parce que tout responsable politique responsable doit comprendre que depuis 30 ans, depuis 35 ans, les choses ont évolué.
Et alors, il y a une opposition au diktat de l'Occident, et ce n'est pas l'Union soviétique qui le fait, mais il y a de nouveaux centres financiers, économiques. C'est la Chine, les Émirats arabes unis, l'ASEAN, c'est la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, c'est la Nouvelle-Russie et ses alliés de l'Union économique eurasiatique, de la CEI, de l'ETSC, c'est l'Organisation de la coopération de Shanghai, ce sont les BRICS et beaucoup d'autres associations qui se développent avec succès, qui développent leur économie. Ce sont les pays ce qu'on appelle les pays de la majorité du monde. Il y a déjà une nouvelle réalité. Il y a deux forts concurrents qui vont avoir une concurrence loyale dans les finances, dans les sports, dans l'économie. Et pourtant, l'Occident ou bien les élites occidentales ne peuvent pas dépasser cette tendance de leur hégémonie. Ils tentent de barrer le chemin à leurs concurrents partout dans l'économie. Je peux illustrer cela par exemple de nouveaux trains des sanctions qui ont été introduites par les États-Unis en matière des puces et de l'intelligence artificielle. Ils ont interdit d'importer ces puces dans les pays membres de l'OTAN et les pays membres de l'Union européenne. Je suis persuadé que les États-Unis n'ont pas besoin de concurrents dans aucun domaine, en commençant par l'énergie, parce qu'ils donnent leur feu vert aux activités terroristes. Ils ne sont pas contre la destruction des fondements énergétiques de l'Union européenne. À leur instigation, on tente de saper le fonctionnement de Turkish Stream, par exemple, non seulement de Nord Stream. Le refus de la concurrence loyale, l'utilisation des méthodes agressives de l'oppression des concurrents, c'est quelque chose que nous voyons dans la politique des sanctions que les États-Unis et leurs alliés appliquent. C'est déjà le fondement de leurs actions sur la scène internationale. Ils l'utilisent vis-à-vis de la Russie, ils l'utilisent à l'égard de la Chine, mais ils introduisent même des sanctions contre leurs propres alliés. Dès qu'il y a une moindre crainte de l'apparition de quelque chose de moins cher et de plus efficace sur le marché, alors les Américains frappent leurs concurrents de sanctions. Pour ce qui est du domaine des sports, c'est toute une épopée. C'est la transformation des compétitions honnêtes en respect des intérêts du pays qui s'est proclamé vainqueur de tous les domaines. Si M. Trump, quand il sera investi, fera l'Amérique encore plus grande et plus importante, il faut bien regarder les moyens par lesquels il va le faire. Bon, je ne vais plus abuser de votre temps. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous ai dressé les lignes générales de la situation actuelle. Je donne la parole au journaliste de RIA Novosti. Je suis là. Je suis là au premier rang. Bonjour. Deux questions, si vous permettez. Première question, sur vos propos liminaires, sur le système de Yalta et de Potsdam. Vous avez dit qu'il existe, mais il faut respecter ses principales dispositions. Pourtant, il y a les acteurs mondiaux qui promeuvent l'ordre basé sur les règles, ils disent qu'ils ne veulent plus respecter ce système. Comment la Russie veut les faire rester dans ce système? Et si vous permettez, deuxième question, M. Vučić fait des déclarations ces derniers temps que certains experts traitent
comme quelque chose comme solidarisation avec les États-Unis. Encore une fois, répétez s'il vous plaît. Oui, il s'agit de la solidarisation avec les États-Unis. Alors, la Russie et la Serbie ont des relations particulières. Comment ces déclarations ont-ils possible dans ces conditions-là? Quant au système de Potsdam et de Yalta, ce système n'a pas disparu. On dit que ce système a été épuisé et les politologues, les experts suggèrent de chercher quelque chose de nouveau, peut-être se rassembler à 3, à 4 et chercher quelque chose de nouveau, le mettre sur le papier compte tenu de nouvel équilibre des forces. Mais bien sûr, ce système de Yalta et de Potsdam, c'est un système qui a été élaboré, qui a été réfléchi parallèlement avec la charte de l'ONU. C'était quelque chose qui a été conçu par les puissances qui ont combattu le nazisme, l'Union soviétique, les États-Unis, le Royaume-Uni, et puis après l'harmonisation des principes fondamentaux, ce sont les Français, et puis après la révolution en Chine, République populaire de Chine, quelque temps après, ce pays est devenu membre permanent du Conseil de sécurité. Je suis persuadé que la charte n'a pas besoin d'être améliorée. Si je parle des principes, les principes de parité, de l'autodétermination des peuples, de la parité souveraine des États, l'intégrité territoriale des États dont le gouvernement respecte les droits de tous les peuples habitant dans ce pays et ainsi représente l'ensemble de la population habitant sur leur territoire. Bien sûr, ce n'est pas le cas du régime nazi de Kiev qui est arrivé au pouvoir après le coup d'État, il y a 10 ans, voire il y a 11 ans. Et il n'a jamais représenté ni les Criméens, ni le Donbass, ni les habitants de la Nouvelle-Russie. Tous ces principes sont justes. Oui, bien sûr, nous sommes pour la réforme de l'ONU, mais il y a ceux qui disent que l'injustice principale, c'est le droit de certains pays d'être membres du Conseil de sécurité permanent et d'avoir le droit de veto. Nous avons expliqué à plusieurs reprises que c'était le mécanisme spécial. Et autrefois, ce mécanisme n'existait pas dans d'autres organisations créées avant l'ONU. Il n'y avait pas de structure avec des droits spéciaux. Mais la création du mécanisme des membres permanents du Conseil de sécurité, c'était le bilan que nous avons tiré des activités de la Ligue des Nations où tout le monde, chaque pays avait une voix, donc un pays, une voix. Et cela ne permettait pas non seulement de donner des privilèges supplémentaires, mais cela ne permettait pas aux pays plus grands, plus influents, pour des raisons objectives, de prendre leurs responsabilités. Ils ne se sentaient pas responsables pour l'essor des systèmes qui ont été créés, y compris cette Ligue des Nations elle-même. Le reste de la charte, ce sont des principes justes qui doivent être appliqués dans leur intégrité, sans sélection. Quant à la réforme du Conseil de sécurité, oui, bien sûr, cette réforme est nécessaire. Les pays qui ont la plus grande responsabilité dans l'économie mondiale, dans les finances et aussi dans la politique mondiale et dans les scénarios militaires, bien sûr, tous les pays ne sont pas représentés dans ce Conseil de sécurité de l'ONU. Et j'ai déjà dit que la Chine, l'Inde, je vous demande pardon, je parle de l'Inde plutôt et du Brésil. Bien sûr, par tous les paramètres, ces deux pays méritent depuis longtemps le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et il en est de même pour la place permanente des États africains au Conseil de sécurité.
Quant à l'Occident, l'Occident tente de perturber ce processus et tente d'assurer ses propres avantages. Et sur 15 membres du Conseil de sécurité, il y a donc 6 membres. Et en tant que candidat possible pour le siège permanent, les États-Unis proposent le Japon et l'Allemagne. Ce sont des pays qui n'ont pas de voix indépendante dans la vie politique. Ils suivent docilement la politique des États-Unis et au moment où les États-Unis leur nuisent, ils ne leur reprochent rien. C'était le cas du chancelier Olaf Scholz après l'explosion des Nord Stream. Honteusement, il a baissé les yeux et il n'a pas réagi. Le même se passe avec le Japon qui dépend des États-Unis. L'Occident possède 6 places sur 15. C'est assez. Je pense qu'il faut augmenter la représentation d'autres pays non occidentaux. Il faut faire comprendre à l'Occident qu'il n'est pas capable, comme à l'époque coloniale, d'imposer au monde entier ses propres règles et de pomper les richesses de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique. Il ne peut plus vivre aux dépens des autres. Il faut aujourd'hui rechercher l'équilibre d'intérêts. Et pour cela, nous avons un beau fondement. C'est la base, c'est le système de Yalta et de Potsdam, c'est la charte de l'ONU qu'il faut respecter. Et pour cela, il faut bien comprendre l'Occident ne pourra plus régner sur le monde. En ce qui concerne la Serbie, bien sûr, nous sommes intéressés d'avoir des relations avec la Serbie qui se basent sur des intérêts des peuples russes, le peuple de la Serbie, sur les intérêts de nos États qui, dans la majorité des cas, ont de mêmes intérêts que nous. Nos relations sont riches de projets, des accords, y compris dans le domaine de l'énergie, approuvés par les chefs d'État, par les gouvernements. Au niveau des compagnies, il y a des productions communes, y compris dans le domaine de gaz et de pétrole. Et dans une charte d'une de telles compagnies, il est écrit que cette organisation ne peut pas être influencée par des forces extérieures. Et vous savez, dans la politique américaine, il y a une tradition de faire quelque chose du mal à l'administration suivante, comme Biden l'a fait avant que Trump a occupé ces postes, quand Biden a arrêté 5 objets des biens diplomatiques et a fait partir certains diplomates. Et bien sûr, nous avons dû entreprendre des mesures de réponse. Et pour une nouvelle administration de Trump, ce qui concerne cette administration, on va examiner avec beaucoup d'attention ce thème. Et donc, les Américains, ils peuvent entreprendre de mêmes mesures envers la Serbie. Le vice-assistant d'un certain ministre a assisté à la conférence avec M. Vučić. Il a dit que vous avez 45 jours. Donc, éliminez-vous de la capitale russe dans le domaine de pétrole de la Serbie. Et dans tout autre cas, on va éliminer tous les
tout type d'accès envers le marché de pétrole pour vous. Donc, c'était une trademark de l'administration de Biden. C'était une annonce très flagrante, vous comprenez. C'est une équipe de Biden qui n'a pas été élue et maintenant elle voit les États-Unis comme un pays qui n'a pas été soutenu par la majorité des Américains. Et ça ne concerne pas seulement les aspects politiques, mais aussi humains. Mais donc, reste sur ton place pendant quelques mois avant la procédure d'inauguration. Mais non, on va faire quelque chose pour fermer la porte très brusquement et entreprendre des mesures choquantes. Avec la Serbie, nous avons une histoire très riche, une histoire de la lutte commune contre le nazisme, la lutte pour le respect des peuples, pour l'autodétermination. Nous soutenons la Serbie dans les organisations internationales. Nous voyons que des forces mondiales essaient d'empêcher la Serbie. Et quand il y a ces discussions sur l'adhésion à l'Union européenne, on dit à la Serbie qu'il faut d'abord assurer l'indépendance à Kosovo et se rejoindre aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Donc, on les propose d'adhérer à l'Union européenne, mais trahir ses alliés. Voilà la politique des Européens qui est soutenue par les États-Unis. Du point de vue juridique, cette situation exige des décisions très courageuses. Vous voyez, vous avez des accords qui nous ne concernent pas, mais qui concernent notre désir d'empêcher tes partenaires. Il ne s'agit pas des relations, c'est donc seulement la politique. Et si tu ne vas pas le faire, tu vas souffrir aussi. Monsieur Vulin, qui a présenté la Serbie au sommet des BRICS à Kazan, il a dit très strictement. Elle a présenté son point de vue sur ce sujet. Nous avons demandé des consultations urgentes avec les représentants de la Serbie et nous espérons d'avoir la réaction. Maintenant, Artis Peniche. Bonjour. À Venezuela, il y a quelques jours, il y avait une inauguration de M. Maduro, mais son opposant se nomme le vainqueur de ces élections. Par exemple, l'Argentine, Paraguay. Comment vous évaluez cette situation? Est-ce que vous pouvez les comparaître avec la situation pendant les élections en Venezuela, les élections passées? L'Occident, qui se croit être très grand, totalement impuni, avec le droit de déterminer les sorts de tous les peuples du monde. Il montre cette attitude pas seulement dans l'Amérique latine. Comment vous avez dit? González? Oui, González. Madame Svetlana Tikhanovskaya est déterminée par de tels pays. Elle est
elle est présentée comme une représentante officielle de la Biélorussie. Elle est ainsi présentée dans les organisations internationales. Vous comprenez? Ici, nous voyons une attitude de mépris. Et quand nous voulons parler de la démocratie, nous voyons qu'en réalité, la situation est que je veux quelque chose et je veux faire tout le possible pour l'atteindre. Et ici, nous pouvons répéter ce que j'ai déjà dit, qu'il s'agit de menus, de cartes et plats, pas de la vraie démocratie. Certains croient qu'ils peuvent faire des verdicts au résultat des élections. Un pays a le droit, pas l'obligation. Le droit d'inviter des observateurs internationaux, pas seulement de BIDDH, sont peut-être les assemblées nationales de différents pays. C'était le cas pour la Moldavie. Je ne vais pas décrire comment les élections ont été organisées pour dépriver en moitié de millions de gens leur droit de voter. Et donc, une autre partie du peuple a eu la chance de voter sans la queue dans le bureau de vote. Et vous voyez ce qui se passe dans la Géorgie. Ils ont dit que la Russie était impliquée dans ces violations de processus de vote, mais donc il n'y avait pas de telles traces. Voilà ce qui se passe dans la Roumanie. Peut-être le président González, le soi-disant président González, soi-disant président Guaido, ils vont suivre l'expérience l'ex-président de la Géorgie, Zarubishvili. 2 jours avant l'inauguration d'un nouveau président, il a dit qu'il ne va pas arriver à cet événement et il va rester dans le palais présidentiel comme un pouvoir légitime. Mais le matin, il est parti et il a commencé à travailler dans un certain centre scientifique médical. C'est très difficile de commenter ce thème sur le dictat. C'est l'absence de respect envers les gens et la réévaluation injuste des capacités intellectuelles. Nous allons nous débarrasser de cette situation, mais plus tard. Maintenant, Xinhua. Bonjour, Monsieur Lavrov. Je représente l'agence Xinhua. J'ai une question. Récemment, le ministre des Affaires étrangères de la Chine a dit qu'en basant sur les initiatives stratégiques de la Chine et de la Russie, les relations entre nos 2 pays deviennent plus autonomes, plus stables. C'est l'exemple des contacts amicaux entre des grandes puissances. Comment vous pouvez les commenter? Comment vous pensez, quel est le secret du développement stable de nos relations bilatérales? Et qu'est-ce que vous espérez de la coopération bilatérale cette année-là? Tout d'abord, je partage cette évaluation sur les relations entre la Chine et la Russie, ce qui a été dit par M. Wang Yi, mon ami. Chaque année, nous avons un nombre de
réunions et ces réunions sont vraiment utiles car elles aident à atteindre des résultats pour mettre en œuvre des tâches adoptées par M. Xi Jinping et M. Vladimir Poutine dans le domaine de la politique extérieure, notre coordination sur l'arène internationale. Et pas de doute que nos relations, c'est un des facteurs les plus stabilisants de la vie internationale d'aujourd'hui et des processus qui se déroulent, y compris pour intensifier l'aggravation et la pression dans les affaires internationales, ce qui est fait par l'OTAN avec les États-Unis en tête qui veulent toujours empêcher et aggraver la situation en Europe, en Asie, dans la région Indo-Pacifique, comme ils disent, l'Afrique, le Moyen-Orient. Ils ont des centaines de bases militaires dans le monde. Et donc, c'est facile pour eux de développer quelque chose de mal dans le monde. Nous voyons et nous comprenons leur schéma. Ils veulent créer des situations de crise et puis observer comment les pays qui ont voulu avoir de l'influence dans une certaine région du monde dépensent leurs ressources, leur temps, l'attention, pas sur le développement, mais sur le règlement de ces crises. Et les États-Unis reçoivent de plus en plus de profits, comme c'était fait pendant la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, et maintenant. Maintenant, c'est l'Union européenne qui souffre le plus de ce qui se passe dans le monde, y compris les leaders des pays de l'EU, la France, l'Italie. Et ils ne disent rien. Certains d'entre eux sont pas satisfaits par ce qui se passe, comme en Allemagne, en France. Là, il y a le Front National, c'est l'opposition. Ils demandent pourquoi nous dépensons tellement de ressources, tellement d'argent quand la pauvreté s'intensifie dans notre pays, quand il y a la déindustrialisation, quand les producteurs s'enfuient aux États-Unis, car là, l'énergie coûte 4 fois moins et les impôts sont plus bas. Ils ont brûlé presque toute la Californie et le dommage est environ 150 milliards de dollars. C'est peut-être plus qu'ils ont dépensé sur la guerre en Ukraine, mais on peut comparer ces chiffres. Et tout ce que nous avons observé lors de plusieurs événements, il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. La pauvreté extrême est presque dans tous les districts. C'est pourquoi quand la Chine et la Fédération de Russie se prononcent en faveur d'un dialogue équitable et juste, cela veut dire que, par excellence, nous défendons les principes de la Charte des Nations Unies. Ce principe a été inscrit dans la Charte après la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la défaite du nazisme allemand en Europe et après la défaite du militarisme japonais à l'Est extrême. Et nos leaders se sont mis d'accord sur la nécessité de célébrer ces grands événements, le 90e anniversaire de la grande victoire et
l'anniversaire de la victoire à l'Est extrême. Je pense que ce seront les événements brillants et très importants pour rappeler à nous, à nos enfants, à la génération plus jeune, le prix qui a été payé pour la préservation de la nation. Nous allons lutter contre la tentative de réécrire l'histoire et de désacrer tous ceux, diffamer tous ceux qui ont protégé l'Europe et le monde entier du nazisme, du fascisme. Il est très important. C'est une composante très importante qui lie la Chine et la Fédération de Russie et qui est le gage de notre succès. Nous avons une histoire commune et nous ne rejetons pas, nous n'abandonnons pas cette histoire. Jamais nous n'avons refusé de mettre en œuvre les engagements pris et qui sont inscrits dans la Charte des Nations Unies, je le réitère. Contrairement à l'Occident qui ne dit pas qu'il ne va pas mettre en œuvre ses engagements, mais en pratique, afin de mettre en œuvre ces méthodes égoïstes, il va les violer. Alors, les structures qui ont été créées à la base du partenariat russo-chinois, à la base des initiatives conjointes russo-chinoises, font partie, bien sûr, de structures d'un nouveau type où il n'y a pas de guidé et de guide. Il s'agit de l'OCS, bien sûr, qui développe les relations avec l'UEEA. Et l'UEEA, à sa tour, harmonise ses plans avec le plan chinois, la ceinture et la route. Bien sûr, il s'agit des BRICS qui, après le sommet à Kazan, a gagné plus de pouvoir, est devenu plus puissant. L'Indonésie est devenue membre. Encore 8 États ont reçu le statut de partenaire. Nous développons la coopération étroite entre l'OCS et l'ASEAN et beaucoup d'autres associations à la base du consensus, bien sûr, et à la base de l'alliance russo-chinoise. Tous ces processus sont promus de façon assez efficace avec le soutien de tous les autres partenaires. Alors, l'importance internationale de notre partenariat et de nos plans communs pour l'avenir ne peut pas être sous-estimée et je pense que tous les plans seront réalisés. Nous ne voulons pas nous opposer à quelqu'un. Nous voulons une chose, tous les pays sur notre planète, y compris l'Occident collectif dirigé par les États-Unis, doivent mener les affaires, conduire les affaires à la base du respect d'intérêts de tous les partenaires. C'est la position commune de Pékin et de Moscou.